Ça initie un cycle de conférences sur la transformation pédagogique. Ici, ce sera plus sur le côté approche par compétence, mais il y aura d'autres conférences sur d'autres sujets, parce que l'approche par compétence, c'est un élément parmi d'autres d'améliorer les situations de nos formations. Ça fait suite à plusieurs choses, en particulier l'auto-évaluation qu'on a pu faire sur l'établissement, les commentaires qu'a pu en faire la DGSIP, l'HCERES, même si tout n'est pas encore terminé, et le fait que on doit, j'aurai l'occasion d'en parler demain à la CVU, et puis aussi bien sûr en CAC et en CA, mais ça concerne beaucoup la formation, le fait qu'on doive avoir un contrat d'objectifs, de moyens et de performance avec le ministère, et un COMP donc qui est censé préfigurer le contrat quinquennal qu'on doit avoir avec le ministère et qui sera signé l'année prochaine, sans nul doute. Et donc pour les années qui viennent, on doit, et ce n'est pas une injonction du ministère ou de la HCERES, je pense que les commentaires de la HCERES et du ministère, il faut les voir comme des commentaires, mais j'expliquerai un petit peu ce que j'entends par on doit tout à l'heure. On doit améliorer notre offre de formation pour les étudiants d'abord parce que pour les formations sont d'abord destinées à eux ou à elles, qu'on ne peut que regretter le nombre d'étudiants ou d'étudiantes qui sortent de l'université sans diplôme ou sans accès professionnalisant. Je crois que c'est d'abord un échec non pas de tel ou tel enseignant, mais un échec de l'établissement ou des universités, c'est pas qu'ici, loin s'en faut. Mais je pense qu'à l'instar d'autres universités, on doit peut-être se préoccuper réellement, même si chacun dans son coin on peut le faire, mais s'occuper réellement des situations des universités. Et donc pour ça, nous avons quelques années, ça prend du temps pour s'approprier les manières de faire, ça prend du temps pour rajouter, modifier ce qui doit être modifié dans un contexte économique qu'on sait évidemment difficile. C'est pas de ma faute, donc ne me jetez pas la pierre. C'est pas moi qui suis au gouvernement. Et on ne m'a pas appelé comme ministre, vous inquiétez pas. Et donc, comme je l'avais indiqué dans la note de cadrage envoyée en juillet dernier au directeur de composante, les transformations peuvent être de différents ordres. L'APC, l'approche par compétence, en est une. On peut avoir une deuxième méthode qui consiste à rajouter des DU, que ce soit des DU complémentaires, des DU de type Paréo, par exemple, qui aident à la réorientation. On a un DU Paréo depuis des années sur l'université, qui sert à quelques dizaines d'étudiants. Mais en fait, quand on regarde ce qu'il en est des différentes licences, on s'aperçoit qu'on ne parle pas de dizaines d'étudiants, on parle de quelques centaines d'étudiants par an. Donc c'est quand même pas une petite chose. Donc c'est vraiment important de ce point de vue-là, mais transformer, c'est aussi ce qu'on a commencé à faire, s'emparer un peu plus des enjeux sociétaux. On a eu l'occasion l'année dernière de parler du développement durable et des formations dans le cadre du développement durable. C'est aussi une transformation des formations que d'injecter ce genre d'éléments. Et d'autres transformations qui sont aussi inévitables. Et puis un axe qui est quand même important, on est dans une université pluridisciplinaire. Et le fait d'être mieux capable de s'orienter, d'un point de vue, d'orienter aussi nos formations, peut-être au niveau master, plus qu'au niveau licence, mais vers une optique plus pluridisciplinaire, transdisciplinaire, c'est quelque chose qui doit être aussi un objectif. Il y a d'autres personnes, outre Line Frangier, d'autres personnes qui vont venir vous accompagner. Le SUP, je voudrais quand même d'abord remercier la direction de la formation et surtout le service universitaire de pédagogie, en particulier, je ne vois pas où sont les personnes, mais en tout cas, voilà, 2 personnes qui sont ici qui vont pouvoir aussi compléter mon intervention. Et puis d'autres personnes extérieures à l'établissement qui vont venir aussi. Christelle Lison de l'Université de Sherbrooke, qui sera ici et qui fera une conférence le 23 septembre prochain, donc dans 3 semaines, dans 2 semaines. Et je vais laisser maintenant la parole à Line Frangier pour une présentation de ces questions d'approche par compétences, entre autres. Merci Line. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc bon, certains d'entre vous ont dû voir mon nom en bas de mail qui vous ont donné pas mal de travail l'année dernière.
mais je ne suis pas ici pour qu'on parle de cette évaluation, ni forcément, encore moins pour préparer la suivante, mais plutôt pour pouvoir parler d'un sujet général qui concerne la qualité des formations et en particulier le rôle que les questions pédagogiques et les questions des approches par compétences peuvent prendre là-dedans. Et je dirais, on peut en discuter maintenant que je dirais l'attention de l'évaluation, de la préparation d'accréditation et pour ce qui nous concerne derrière nous, de manière à ce qu'on soit davantage sur le fond de la question. Alors je reviendrai sur certains points à la fois de questionnement général sur l'approche par compétence. Donc en revenant rapidement sur le rôle du HCERES là-dedans, non pas pour revenir sur le détail de l'évaluation, mais sur le pourquoi aujourd'hui je viens vous en parler et surtout ce qu'on a vu pendant 3 ans en la matière. Ensuite, pouvoir revenir avec vous sur une question qui est assez délicate, qui est à la fois les enjeux pédagogiques et les enjeux en matière de formation tout au long de la vie de l'APC, parce qu'une grosse partie des tensions que nous vivons en France sur ce sujet, qui devient presque un serpent de mer, ça fait 20 ans qu'on parle d'approche par compétence sans forcément avancer sur le sujet, avec toutes sortes de sentiments entre ceux qui ne veulent pas en entendre parler, ceux qui sont réticents, ceux qui voudraient faire mais ne savent pas comment, et ceux qui sont des fervents défenseurs du sujet. Et puis après, pouvoir aussi, parce que j'y crois vraiment, vous dire où on en est en France en général, parce que les questions d'échange de pratiques, les questions d'échange sur les difficultés des uns et des autres, mais aussi les réussites, peuvent aider en la matière. Bon. Donc ce sujet intéresse le HCERES à plus d'un égard, mais ce sujet m'a aussi intéressée en tant qu'enseignante depuis que j'ai commencé à enseigner à l'université, et puis j'ai eu à porter aussi ce sujet en tant que vice-présidente, en particulier à l'université de Lille. Donc si ça peut vous intéresser aussi, l'expérience que l'université de Lille a vécue en la matière je peux vous la relayer, non pour parler, hein, pour l'université de Lille, j'insistais là-dessus, je ne suis plus vice-présidente, et surtout je suis en train d'évaluer, le HCERES est en train d'évaluer l'université de Lille, donc je me déporte entièrement là-dessus, mais l'expérience des collègues peut vous être intéressante. Alors donc je voudrais rappeler 3 points importants qui peuvent permettre aussi de donner du sens à pourquoi on s'intéresserait à l'APC, parce que souvent on a l'impression que c'est parce que c'est dans les textes réglementaires qu'il faut le faire. Bon. Alors le HCERES, vous l'avez vu l'année dernière, va évaluer la qualité des formations, et je pense que ce grand contexte est important. Quand on dit qualité de la formation, ça va de comment on pense la politique jusqu'aux résultats des étudiants, et quand on va regarder la pédagogie ou l'APC, c'est vraiment dans ce cadre général de ce qu'on va appeler génériquement la qualité des formations. Vous le savez aussi, maintenant, on va évaluer les formations en vue de leur accréditation. Donc, on donne un avis d'accréditation. Vous avez reçu nos avis d'accréditation. C'est ce qui change beaucoup par rapport à la période précédente où on n'était pas en charge de l'avis d'accréditation. L'approche par compétence ayant été inscrite dans les textes réglementaires, c'est ce qui a fait qu'elle a été renforcée dans l'évaluation des formations, mais qu'elle est aussi un critère d'accréditation, hein, à partir de la vague E, je pourrais y revenir, mais on a fait les choses progressivement. Mais aussi, et j'insiste là-dessus, le HCERES en soi n'est pas prescripteur. On n'a pas décidé, nous, de nous intéresser à l'APC parce que ça intéresse l'INFRANCHIER ou ça intéresse des conseillers scientifiques. Nous partons toujours des politiques publiques, des cadres réglementaires sur le sujet. Donc quand je discute avec vous de l'APC, je reviendrai toujours aussi sur le cadre duquel on part, mais avec ce lien de dire finalement en quoi ça peut contribuer à la qualité des formations et au fait d'accréditer les formations. Alors quand on s'est intéressé à l'APC, au HCERES, à partir des textes réglementaires, et donc je fais le lien à la fois entre, en vous résumant un peu les textes, et entre ce que nous faisons ici. Sachez que quand on met des critères dans nos référentiels, vous l'avez vu, on arrive à anticiper des politiques publiques. Donc quand on vous l'a mis dans APC, ça n'est pas pour être prescriptif, mais ça vous amène à vous poser ces questions-là. Mais à travers vos dossiers d'auto-évaluation, nous arrivons à voir ce qui se passe dans les établissements. Et donc là, au bout de 3 vagues, on peut vous dire aujourd'hui, à travers ce que nous disent les établissements, où on en est sur le sujet. Et on arrive à avoir un état des lieux, finalement, au niveau national des choses. Mais à travers nos rapports d'évaluation,
on peut aussi, à travers nos points forts, nos points faibles, vous l'avez vu, pouvoir identifier les acquis là où ça avance. Vous êtes par exemple un établissement qui commence à structurer une démarche sur l'APC de manière claire. C'est rare de voir ça au niveau national et je tiens à le dire. Mais aussi identifier les faiblesses. Sur ce sujet-là, par exemple, la grande question est la manière dont, quand il y a une démarche d'établissement, les équipes pédagogiques s'approprient la chose et font. Et puis inciter aussi aux évolutions à travers les recommandations. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne en particulier l'APC, les 3 angles qui semblent intéressants, si on veut s'en occuper, c'est d'abord comment est-ce qu'elle peut contribuer en matière de qualité des formations à une lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, pour le monde socio-professionnel et pour la société. Il y a aujourd'hui un sujet global, je ne sais pas si vous partagez la chose ou pas, mais quand on fait nos fameuses maquettes de formation, il n'y a qu'en France qu'on utilise ce terme de maquette de formation, nous faisons de sorte à ce que ça soit le plus générique possible pour que ce soit le plus facile à gérer dans les outils. Et donc, on va communiquer auprès des étudiants, auprès du monde socio-professionnel, en disant UE1, séminaire de spécialité, UE2, séminaire de spécialité, UE3, méthodologie, UE4, projet transversal, UE5, stage. Bon. Mais encore, cette formation, à quoi prépare-t-elle? Quel est son contenu? Comment on pourra utiliser ces enseignements par la suite? On peut, à l'autre extrême, ne pas être aussi générique que cela, mais vouloir que chaque titre de cours soit en fait un titre de séminaire de recherche, n'est-ce pas? Donc on peut avoir aussi des titres des intitulés de cours qui font 2 lignes, qui n'entrent jamais dans Apogée après, mais parce que c'est très important que tous les mots-clés de la recherche derrière y soient. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui, et ce ne sont pas des critiques que je porte à votre établissement, je suis enseignant-chercheur d'abord, donc on peut se dire aujourd'hui, nous ne sommes pas aujourd'hui dans la situation où, lorsque l'on communique sur les contenus de notre offre de formation, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens de le faire, on arrive à pouvoir cibler à quoi prépare cette formation, que pourra faire l'étudiant par la suite avec, qu'il poursuive ses études, qu'il aille s'insérer ou qu'il se réoriente, et puis quelle est la plus-value de nos formations. Et pour des établissements comme les universités, qui n'ont pas la réputation qu'ont par exemple des écoles, auprès des milieux socio-professionnels, il y a une vraie question là-dessus. Mais il y a aussi, quand je parle de lisibilité de l'offre, l'enjeu même de la différenciation des formations au sein même d'un établissement. Vous voyez ? Et les fiches RNCP, par exemple, sont déjà très génériques en elles-mêmes, mais je ne sais pas si vous avez vécu ça, quand une formation veut une mention spécifique, la première question qu'on peut lui poser, c'est est-ce que vous êtes capable de faire une fiche RNCP différente de la mention qu'il y a à côté. Voilà. Donc, lister les compétences auxquelles on forme, réfléchir aux compétences auxquelles on forme, c'est pas simplement penser le profil du diplômé, mais aussi se dire en quoi est-ce que on va se distinguer de la formation d'à côté dans mon établissement, dans mon site ailleurs. Voilà. Donc, cet enjeu de lisibilité de l'offre de formation, l'APC, qui n'est pas l'alpha et l'oméga, mais il peut y contribuer fortement. Ensuite, il y a la question de la cohérence pédagogique de la formation elle-même, pour les étudiants en particulier. Cette cohérence pédagogique, c'est là où l'APC peut être aussi étroitement liée à cet autre terme qu'on utilise qui est l'approche programme. Aujourd'hui, vous le savez souvent, qu'on le veuille ou pas, quand on construit notre maquette de formation, c'est chaque enseignant qui vient de dire voilà le cours que j'ai envie de faire. Il arrive parfois que tous les 5 ans on se pose autour d'une table et qu'on se dise voilà en fait ce que va être la formation de la L1 à la L3, du M1 au M2, l'ALP, voire l'ALP et le DUT du département. Mais de manière générale, une maquette est une agrégation des cours que les uns et les autres souhaitent faire. C'est ce qui fait que, je pourrais revenir sur une expérience que j'ai vécue à Lille, parfois on va être 10 à enseigner la même chose pendant une licence, alors que par exemple il y a des choses très importantes qu'on n'a pas enseignées. Du tout. On pourra aussi évaluer 10 fois la même chose et ne pas évaluer des choses importantes. Et donc, lorsque, encore une fois, on va penser l'APC, quand on va partir de dire, bon, finalement, que doit maîtriser notre diplômé à la sortie, mais aussi, que doit-il maîtriser à l'entrée, au moment du recrutement, et que l'on construit cette formation ensemble, on a là une garantie de cohérence pédagogique qu'on n'a pas toujours par ailleurs. Encore une fois, l'APC y contribue, et elle n'est pas l'alpha et l'oméga de la chose. Et la dernière chose, c'est quand on va regarder l'APC, pour nous, elle est aussi un outil de garantie du parcours de l'étudiant, que ce soit dans une même formation, comme je viens de le dire, mais aussi lorsqu'il a à se réorienter. Et je le dis parce que souvent, on va considérer que l'APC est un frein au parcours des étudiants ou à la réorientation.
c'est tout le contraire. Si on voudrait un jour arriver à la situation où un étudiant qui a fait 2 ans dans une université et veut continuer, ou à la sortie de la L3 ce qu'il fait en master, ou bien s'il arrive d'un DUT et qu'il va entrer en licence, ne pas refaire faire dès l'entrée du cursus des cursus complets, c'est lorsqu'on est au clair sur finalement qu'a-t-il acquis comme compétence, qu'il ait fait la même licence ou pas, qu'il ait fait le même master ou pas, qu'il ait même fait un cursus universitaire ou pas. Voilà. Donc, si on doit se poser la question de pourquoi on réfléchirait à la chose, pourquoi on prendrait de notre temps, de notre énergie, de nos efforts, pourquoi on se mettrait autour d'une table, parce que quand on fait ça, on ne fait pas autre chose, on ne fait pas de la recherche notamment. Entre autres, je pense que ces 3 axes d'entrée sont une manière de se dire ce que l'APC peut apporter en elle-même, au-delà des questions de formalisme de la question. Alors, je voudrais revenir un peu sur la question du contexte politique et réglementaire de l'APC, non pas pour vous lister les textes et vous dire ce que disent les textes, mais pour peut-être revenir un peu sur pourquoi il y a autant de freins, comment on s'y est pris en France, pourquoi il y a autant de freins, mais aussi pourquoi on en parle autant. Je vous laisse ça pour la suite, mais juste, on est en 2024, la première référence aux compétences à travers les lois qui portaient davantage sur la FTLV au début, sont de 2004. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 20 ans que ce sujet est sur la table et on a très peu avancé là-dessus. Alors parmi les choses qui font qu'on avance peut-être peu, c'est parce que justement l'entrée a été par la formation professionnelle ou la formation continue, et donc on a longtemps considéré que c'était l'affaire de l'AFC, l'affaire de la formation professionnelle. Parce que c'est venu par les fiches RNCP, par la VAE, hein, donc les différentes, notamment la loi de 2002 de la modernisation sociale. Mais il se trouve que, au-delà des différents jalons qu'on a ces dernières 20 dernières années, on a vu à partir de 2018 réellement un renforcement de ce cadre réglementaire. Pour ceux qui suivent un peu les textes réglementaires, la loi Choisir son avenir professionnel non seulement réinstaure les fiches RNCP, mais elles deviennent nationales, génériques à la mention, et elles contiennent des blocs de compétences. Ces blocs de compétences sont à la fois une aide et ça peut être un frein aussi, je pourrais y revenir. Mais vous avez aussi, là, dans les textes de la formation initiale, l'arrêté du cadre national des formations, l'arrêté de licence pro, l'arrêté des buts, ont tous inclus, à partir de 2018, cette obligation non seulement de définir les compétences auxquelles forme la formation, mais aussi d'être structurée dans les fameux blocs de connaissances et de compétences, et puis de pouvoir aussi prévoir une évaluation par les compétences. Bon. Vous m'avez vu parler du mot compétence depuis le début, et je viens de prononcer le mot connaissance. Je n'oppose pas les deux, et je ne considère pas que quand on parle compétence, on est en train d'exclure les savoirs et les connaissances. La première compétence à laquelle on va former, c'est les savoirs. Je reviendrai après sur pourquoi la notion de savoir-agir peut être intéressante, mais il ne s'agit absolument pas d'opposer les deux, ni de dire on pense aux compétences professionnelles et que fait-on des savoirs après. Donc les deux sont incluses là-dedans. Et juste pour la petite anecdote, il se trouve que j'avais contribué à écrire l'arrêté licence de 2018 et on avait écrit le mot connaissance pour qu'il n'y ait pas ce frein de dire on ne parle que des compétences, mais dans tous les autres textes, le mot connaissance n'apparaît pas, mais il est toujours inclus là-dedans. Et justement, si on a du souci en France sur le sujet, c'est parce que le cadre en France a été plus contraint sur la partie formation professionnelle. On est le seul pays où nous avons des fiches RNCP nationales pour chacun des diplômes nationaux et qui inclut cette liste de mentions par donc discipline, cette liste de compétences, voire maintenant des blocs de compétences. À l'opposé, si vous comparez avec l'Europe, vous avez récemment obtenu une alliance européenne et donc la question de la collaboration avec des pays partenaires va se poser de manière prégnante pour vous. La question d'un cadre contraint sur la formation professionnelle ne se pose pas, ou très peu dans les autres pays. En revanche, dans les autres pays d'Europe, la question de la pédagogie n'est pas un tabou. On n'a pas estimé qu'enseigner, c'est juste quand le prof vient préparer son cours autour de ses savoirs et transmet ses savoirs. La pédagogie, c'est est-ce que l'étudiant apprend et comment je fais pour que l'étudiant apprenne. Donc vous le savez pour ceux qui travaillent avec d'autres pays européens, nos voisins belges, nos voisins suisses, mais aussi les pays anglo-saxons en général, le Canada, sont des pays où le mot compétence n'est pas un gros mot. Enfin, on va parler de skills ou des termes équivalents dans d'autres langues. Et donc, la notion de ce qu'on appelle l'approche programme, c'est-à-dire le fait de
construire un programme cohérent par une équipe pédagogique est au cœur des enseignements. Et donc, ça a avancé beaucoup plus sur la partie pédagogique en Europe, parce que ça fait partie intégrante de leur référentiel de formation, de leur programme de formation, et les syllabus, les curriculums dont on parle dans les pays anglo-saxons sont très présents, alors qu'en France, on a très peu avancé sur la pédagogie. Vous ne trouverez pas de textes réglementaires, vous ne trouverez pas de cadre là-dessus. Il y a les travaux des chercheurs sur le sujet. En revanche, on a un cadre réglementaire sur la partie FTLV qui est beaucoup plus contraint. Donc, je ne vais pas être plus longue sur le sujet, mais simplement, voilà, d'où est-ce qu'on part? Est-ce qu'on part de dire, ça fait 20 ans de dire les compétences, c'est l'affaire du monde professionnel, donc de ceux qui font de l'AFC et maintenant de l'alternance. Ce n'est pas l'affaire de l'AFI. Et puis, on ne s'est pas non plus beaucoup occupé de pédagogie. Hein. Je ne vais pas refaire l'histoire avec aussi la formation des maîtres, le fait que la pédagogie c'est l'affaire des UFM et pas des universités. Mais aujourd'hui, nous avons des publics qui changent de plus en plus, qui ont accès à l'information et qui estiment que l'accès à l'information, c'est un accès à la connaissance, voire au savoir. Mais c'est un public qui estime qu'il sait travailler, mais en fait qui manque de plus en plus de méthodes de travail. Donc en fait, on est confronté en tant qu'enseignant à des défis pédagogiques de comment on enseigne à des groupes aussi d'étudiants avec des niveaux hétérogènes, avec des attentes différentes. Et donc, cette question de pédagogie, sans que les textes réglementaires n'aient à la cadrer, parce que c'est pas de là que ça vient, nous intéresse. Et le développement de l'alternance aujourd'hui fait que la frontière entre FI et FC est de moins en moins importante. Alors, quelques mots sur ces deux tendances de mise en œuvre de l'APC, parce que vous avez peut-être eu des discours assez différents en la matière. Je ne sais pas si ces mots vous sont familiers. Je vais vous parler d'une approche qui a jusque-là beaucoup consisté à distinguer ce qu'on appelle les approches de diplomation et de certification, et de l'autre, une approche qui vise à les concilier. Je m'explique. Quand on dit aujourd'hui, quand on a une formation, elle va mener à un diplôme. En formation initiale, on est dans une logique de diplomation. On a une formation construite sur 1, 2, 3 années pour aboutir à un diplôme. Et dans le domaine de la formation professionnelle, vous avez une logique de certification de compétences professionnelles. On vient suivre une formation qui peut être un module, qui peut être un bloc, qui peut être un diplôme complet, mais pour certifier des compétences professionnelles. Les fiches RNCP initialement ne sont pas les fiches qui sont de l'alpha et l'oméga de tout un diplôme. Elles couvrent la partie qui concerne les compétences professionnelles et donc leur certification. Donc aujourd'hui, quand on vous délivre un diplôme, on vous demande pas de certifier par la suite les compétences professionnelles. On estime qu'elles sont certifiées un peu en amont puisque les fiches RNCP sont validées par le CSLMD, ce conseil que j'ai eu à vice-présider et présider. Et donc, quand vous mettez en œuvre le diplôme, on part du principe que votre diplôme est déjà cohérent avec la fiche RNCP. Donc, vous avez l'autorisation de délivrer aussi la certification professionnelle. Hein, voilà, donc si la chose est claire pour vous. Mais quand on sépare ces deux logiques, on va dire d'un côté, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un diplôme, mais on peut l'organiser comme on veut, les UE avec les intitulés dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. Et puis simplement, il faut qu'il y ait une correspondance avec les compétences auxquelles on forme. C'est ce qui fait que parfois, vous avez votre maquette avec les UE génériques, mais à côté, vous avez voilà les compétences auxquelles on forme dans la formation. Après, comment on y forme, à quel endroit on y forme, comment on certifie qu'on y a formé, ça c'est une autre question. Mais du coup, la séparation de ces deux logiques fait que c'est ça la situation qu'on a connue le plus fréquemment. On a nos maquettes de formation qui mènent au diplôme, et puis à côté la fiche RNCP. Et si un jour on veut accueillir de l'AFC, on peut leur faire un bloc de compétences à eux tout seuls, ou bien on leur fait un parcours de diplômant à eux tout seuls, et donc on sépare entièrement les deux. Bon. Cette situation peut paraître confortable, et beaucoup d'équipes pédagogiques plaident pour ça en disant ne nous embêtez pas, laissez-nous mener notre vie en FI, et quand on a de l'AFC, on s'en occupera. Ok, on peut faire le travail minimal de dire on définit notre référentiel de compétences. On peut même l'afficher sur notre site, mais on n'ira pas au-delà. Il y a quand même quelques inconvénients à cela. Le manque de lisibilité dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les étudiants et pour les employeurs, on ne l'aura pas résolu. Le fait que finalement au niveau pédagogique, par rapport aux défis dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, le statu quo reste en place. Et puis surtout, et ça a été constaté sur le terrain, si on veut en plus évaluer les compétences, par exemple de manière transversale, il y a une surcharge de travail qui se crée, puisque pour l'étudiant et pour les équipes pédagogiques, on fait la maquette, on évalue pour avoir l'UE, et ensuite on met des évaluations transversales
pour s'assurer que la compétence sur une année, sur un diplôme est acquise. Bon, donc ça fait double peine, si je puis me permettre. Mais, encore une fois, ça peut être aussi un choix de dire nous ne voulons pas aller plus loin. Et c'est ce qu'il y a, si je reviens aux premières initiatives des facultés de sciences. Elles ont commencé à peu près dans les années 2010 à faire ce travail-là. Et donc, voilà, on a à peu près une quinzaine d'années où c'est le statu quo a prévalu. Alors ensuite, vous avez une autre logique qui est celle qui aujourd'hui, il faut dire, se met en place depuis 2018. Plusieurs leviers, les NCU, donc les cursus, un nouveau cursus universitaire, dans le cadre du PIA y ont contribué, les textes réglementaires dont j'ai parlé, mais aussi une volonté des établissements, à travers des services universitaires de pédagogie, de réfléchir autrement. Et puis ces textes réglementaires qui ont mis en place la chose, c'est de dire, on ne va pas distinguer les deux. Donc dans ce cadre, on ne veut pas distinguer certification et diplomation, de dire ce qui se met en place, c'est dans une logique de FTLV, que l'on soit en FI et en AFC, et de dire on veut transformer les maquettes pédagogiques elles-mêmes. Donc dans ce cas, on part d'un référentiel de compétences qui doit rester cohérent avec la fiche RNCP, parce qu'elle est là une référence nationale, mais qui ne permet pas d'aller très loin. Parfois, je ne sais pas si vous avez essayé l'exercice, mais les fiches RNCP sont très génériques et elles ne vous permettent pas de faire une maquette de formation. Mais en tout cas, elle est une référence générale. Beaucoup ont développé eux-mêmes leur référentiel spécifique, parfois parce qu'il y a des parcours qui sont très spécifiques, qui ont besoin de leur référentiel, par moments simplement pour préciser celui de la fiche RNCP. De dire on va structurer les maquettes en blocs de connaissances et de compétences, pour reprendre le terme de l'arrêté du cadre national ou de l'arrêté licence. La logique du BCC, dans ce cas, suit tout le diplôme. Imaginez par exemple qu'on estime, ben voilà la compétence qu'on doit maîtriser à la fin du diplôme, et on commence à y préparer dès la L1. Donc en fait, ce bloc de compétences, ou en tout cas cette compétence à laquelle je préparais, je vais la préparer pendant 3 ans. Et dans ce cas, notre organisation habituelle, le semestre, l'année deviennent déjà longs. C'est-à-dire que voilà ce que j'atteins à la fin du S1, à la fin du S2, du S3, jusqu'à mon S6. Bon. Mais sur les 3 années, mon BCC a le même nom. Bon. Et quand on dit BCC, on pourra y revenir. Derrière BCC, on met des choses différentes. Dans certains cas, le BCC est une compétence pensée, je vous ai mis les termes si ça vous intéresse, comme un savoir-agir. Parfois on dit savoir-agir complexe, ce qui veut dire que là, on ne dissocie pas les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'enseigne à l'étudiant pour qu'il sache faire quoi, dans quel contexte. Voilà. Et donc, dans mon BCC, je n'ai plus, par exemple, mon cours de théorique, mon cours de méthodologie et ma mise en situation professionnelle. Je vais les lier tous les 3 autour de ce qu'on appelle les situations d'apprentissage et d'évaluation, c'est-à-dire un même cadre qui le fait. Je prends l'exemple tout simple, vous êtes impliqués dans les métiers de l'enseignement aussi, on a très souvent dit, l'université assure les cours théoriques, d'histoire, de maths, de physique, de chimie. L'UFM va donc après les INSPE, après les SP, après les INSPE, et demain on ne sait pas, puisque tous les 2 ans on change le nom des composantes, mais la réalité est plus ou moins la même. Elle s'occupera de dire au futur enseignant comment il transmet. Et puis un jour, il va aller dans l'école, plutôt avec le rectorat, pour faire sa mise en situation professionnelle et se dire comment j'applique le savoir, le savoir-faire là-dedans. Et là, il a presque 3 formations différentes. Parfois, elles étaient séquentielles. Après, on les a mises ensemble. Mais il avait des évaluations différentes pour au final arriver à la chose. Bien. Quand je dis un BCC autour d'un savoir-agir complexe, au-delà des termes jargonnants, c'est de dire, finalement, l'étudiant, je vais lui donner des savoirs pour qu'il sache enseigner et que je sache si il sait enseigner. Voilà. Et si l'étudiant, au final, l'élève, donc, apprend ou pas. Bon. Eh bien, est-ce que je peux penser cette séquence ensemble et de dire, quand je pense ma formation, je ne sépare pas ces 3, mais dès le départ, je fais de sorte à ce qu'ils soient liés. Et ça veut dire que je ne l'évalue pas 3 fois et que chaque enseignant ne s'occupe pas de ce bloc tout seul et qu'on arrive à mettre de la cohérence là-dedans. Il fut un temps, je ne veux pas dire que nous sommes tous vieux ici, mais quand nous, on a fait nos études, on comptait sur nous pour faire cette cohérence-là. Tout le monde n'allait pas, il n'y avait pas la massification de l'enseignement supérieur, et il n'y avait pas une complexité aussi, je le redis, de l'accès au savoir, hein, puisque l'accès à l'information est maintenant facile, et puis il n'y avait pas non plus des défis professionnels avec des métiers qui évoluent énormément tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Bon. Donc la logique aujourd'hui de dire, est-ce qu'on doit continuer à considérer que nous on fait des briques et que c'est à l'étudiant de faire
la synthèse de tout cela, ou est-ce qu'on n'est plus pédagogique et on essaye de lier les choses ensemble. Alors bien sûr, ça suppose que les maquettes pédagogiques sont basées sur ça. Alors il y a ce qu'on appelle l'alignement pédagogique, hein, les objectifs, les méthodes d'enseignement, les contenus d'enseignement et les méthodes d'évaluation. Que tout ça se parle. Ça veut dire qu'on ne distingue pas les deux, mais pour que ça marche, je pourrais y revenir, c'est ici une équipe pédagogique qui travaille entièrement ensemble. Ça ne peut pas être moi, je fais ça dans mon cours, mais si à côté, on ne fait pas ça dans le cours d'à côté, ou bien si on dit certains le feront et d'autres ne le font pas, ou encore il faut qu'on évalue individuellement et puis ensemble, on peut créer des surcharges importantes. En revanche, je pourrais aussi y revenir, les choses peuvent se penser de manière graduelle. Si on fait ça, on est sur un changement de paradigme très important. On chamboule nos méthodes de travail, on chamboule même notre rapport à l'étudiant, on chamboule nos rapports aux collègues, on chamboule notre rapport au savoir, à la méthode. Donc ne pensez surtout pas que ce que je vous dis ici se décrète. Je l'ai vécu comme VP, ça ne se décrète pas, je l'ai vécu comme enseignante avec mes collègues. Là, on peut aussi regarder ensemble, et je pourrais répondre à vos questions, de comment on fait les choses progressivement. Ça ne se fait pas en 3 mois, ça ne se fait pas en 6 mois, et encore une fois, ça ne se décrète pas. Si vous voulez bien, avant d'aller plus loin, je voudrais revenir un peu sur l'expérience que j'ai vécue à l'Université de Lille. Donc j'ai été vice-présidente d'abord de Lille 3 SHS de 2016-2018 et puis de l'Université de Lille 2018-2020. Donc pendant 3 ans. C'était au moment où on créait l'Université de Lille, donc fusionnait 3 universités pluridisciplinaires et qui avaient des pratiques de travail très différentes. Mais c'était le moment où les textes réglementaires dont je viens de parler sortaient, avec l'obligation de structurer les maquettes en blocs de connaissances et de compétences. Et puis, il se trouve qu'on était presque au même moment où vous êtes, en train de faire notre évaluation pour le HCERS, j'étais de l'autre côté du miroir à l'époque, et puis en train de préparer la nouvelle offre de formation. Donc, en tant que vice-présidente, j'ai à la fois présenté les textes réglementaires, et puis j'ai souhaité que l'ensemble de l'offre, donc qu'on mettrait en œuvre en 2020, soit structuré en BCC. C'est en tout cas le cap politique qu'on a donné aux collègues. Alors j'ai d'abord fait une réunion un peu comme celle-ci, où je suis venue leur parler des fichiers RNCP, des textes réglementaires, de ce qu'ils disent, etc. Et puis bien sûr, là il y a eu toutes sortes de réactions. Les collègues qui disaient « mais moi ma discipline ne s'y prête pas », des collègues en histoire, des collègues en sciences du médicament, des collègues en gestion, pour dire que la position elle est présente dans toutes les disciplines. Ceux qui ont dit ça pourrait être intéressant, mais comment on fait? Ceux qui ont dit comment on trouve le temps, par où on commence, etc. Et on a fait un groupe de travail dans lequel il y avait quasiment toutes les grandes disciplines représentées, mais sur la base du volontariat. Des responsables de formation, parfois des enseignants sont venus. Donc il y avait des gens en médecine, en bio, en chimie, en lettres, en histoire, etc. Et on leur a dit, on va faire l'exercice qu'ont fait les facultés de sciences 10 ans donc à l'époque auparavant. Prenez vos maquettes de formation. Prenez ce qui pour vous est un référentiel de compétences. Soit vous l'avez déjà établi, soit c'est la fiche RNCP, soit mettez sur une feuille de papier ce qui pour vous sont les compétences importantes auxquelles vous voulez former les étudiants. Quand je dis compétences, je le redis, c'est tout ce qu'il y a derrière, hein, les savoirs, les savoir-faire et tout. Et puis comparez avec vos maquettes. Et dites-nous où vous en êtes. Est-ce que vous formez bien à toutes ces compétences-là? Est-ce que vous évaluez toutes ces compétences et comment? Et là, donc, on s'est retrouvés 2 semaines après. Certains ont travaillé tout seuls, certains ont associé des collègues, certains ont même mobilisé toute l'équipe pédagogique. Ils ont fait comme ils voulaient. Et sincèrement, je trouve que c'était peut-être l'un des moments les plus intéressants de ma vice-présidence, en dialogue avec les collègues, où là, ils ont pris conscience eux-mêmes de dire, mais en fait, ça ne va pas du tout. Alors, je vais commencer par la médecine. Les collègues de médecine nous disent, en 4e année, l'étudiant part en stage à l'hôpital, il doit faire un diagnostic, mais on lui a jamais appris à faire un diagnostic. Il y a quelque chose qui ne va pas. En chimie, les collègues sont venus en disant, mais en fait, ça ne va pas du tout, nous avons 10 UE, mais on est parfois 3-4 à faire exactement la même chose, on ne le savait pas. Il y a des choses très importantes pour nous qui sont des points aveugles dans la maquette. Les autres ont dit, mais en fait, il y a des choses qu'on évalue 10 fois, et des choses qu'on n'évalue pas du tout. Et après, donc je ne vous citerai pas toutes les disciplines, mais je vous résume un peu l'état d'esprit que les collègues ont dit en disant mais ça ne va pas. Il y a beaucoup de trous dans la raquette, ça ne marche pas. Bien. Et donc là, on les a laissés travailler en disant vous avez 2 ans devant vous, on était en 2018, vous avez 2 ans devant vous, puisqu'il y a la nouvelle offre de formation.
On a mis en place une équipe d'accompagnement. C'est important, je vous ai dit, j'ai porté le cap politiquement. À l'époque, j'avais dit je ne validerai pas les maquettes en CFVU si elles n'étaient pas structurées en BCC. Mais surtout, on a des équipes pédagogiques pilotes qui étaient partantes. Et puis, on a mobilisé une équipe d'ingénieurs pédagogiques. Quand on a commencé, il y en avait 3 à l'Université de Lille. Et quand je sais que maintenant, ils sont à peu près une dizaine. Voilà. Donc, entre-temps, moi, voilà, je suis passé ailleurs. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est que dans ces 2 ans, où ils étaient en train de réfléchir à travers leur auto-évaluation à la nouvelle offre, ils ont pu travailler et on les a laissés faire comme ils souhaitent. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont travaillé au sein d'une équipe, il y a ceux qui ont associé leurs partenaires socio-économiques, il y a ceux où il y a un petit groupe qui a commencé à travailler et qui est allé présenter le travail aux autres. C'est très important qu'il n'y ait pas un cadre de dire voilà comment vous devez faire. Il faut que ça parte des équipes pédagogiques elles-mêmes. Les ingénieurs pédagogiques étaient mobilisés pour les accompagner, mais ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que ces ingénieurs ne sont jamais venus dire voilà comment vous faites, voilà ce qu'est une compétence, voilà ce qu'est un savoir-faire, voilà ce qu'est un savoir. Et on a encore moins cadré la chose en disant une maquette c'est 3 BCC, 5 BCC, 3 ECTS, 4 ECTS. C'était vraiment une logique de dire top-down, travaillez. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? À quoi vous voulez former vos étudiants? Comment vous voulez les former? Et qu'est-ce qui fait sens pour vous? Donc dans certains cas, les BCC pouvaient être tout à fait extrêmement orientés vers les métiers de la recherche, par exemple. Dans d'autres cas, ils pouvaient être beaucoup plus liés vers des actions de terrain propres, et dans d'autres cas, c'était encore des formes différentes, ni en nombre de BCC, ni en poids en termes de CTS, ni en termes de construction. Les choses ont été cadrées. Et là, vraiment, la dynamique a pris. Alors, moi, je ne peux que me réjouir, par exemple, de l'intelligence des ingénieurs pédagogiques, qui, parfois d'ailleurs, n'étaient pas... Enfin, les collègues pensaient que c'était des enseignants, ou enseignants-chercheurs comme eux, et ça, c'est important. Je ne le dis pas pour déprécier un métier quelconque, mais pour dire l'importance de sentir qu'on travaille avec les pairs, ou qu'on sent avec des personnes qui comprennent ce qu'on est en train de faire, que ce n'est pas du théorique. Voilà. Et le travail a pris pendant 2 ans. Bon. Il se trouve que le Covid est arrivé, qu'on n'a pas pu finir le travail jusqu'au bout, mais quand on a validé les maquettes, près de 43%, et je tiens à ce pourcentage, de formation était vraiment embarqué dans la chose. Il y avait un point délicat sur lequel on n'a pas pu avancer, le Covid aussi a bloqué les choses, qui était l'évaluation par les compétences. Et je peux vous dire que depuis, quand je regarde l'ensemble de la France, les établissements qui avancent là-dessus sont arrivés à élaborer leur référentiel de compétences, à structurer des maquettes en BCC, mais l'évaluation par les compétences, je pourrais y revenir, est le point qui est encore le plus délicat et le plus difficile à mettre en œuvre. Et justement, il se trouve que le Covid est arrivé et que les collègues devaient mettre en œuvre leur maquette structurée en BCC pendant le Covid. Et ça leur a permis de voir finalement ce qui marchait ou pas dans leur BCC pour voir s'ils peuvent l'évaluer ou pas. Parce que quand on dit évaluer la compétence, ça veut dire que votre BCC ne donne plus lieu à l'évaluation forcément de chacun des enseignements qui sont dedans. Alors en jargon technique, on appelle ça des ressources, vous voyez, mais votre BCC ça peut être 4-5 modules, enseignements donnés, mais logiquement, valider le BCC veut dire en fait qu'on se met tous autour de la table pour pouvoir évaluer la compétence ensemble. On n'a plus besoin d'évaluer chacun tout seul. On peut vouloir faire des micro-évaluations, mais après, au lieu d'avoir plusieurs évaluations pour chaque module, il y a une évaluation commune. D'ailleurs, par exemple, à Lille, on a considéré que l'UE était un BCC. Vous voyez, la maquette, aujourd'hui, l'UE est un BCC. Quand je vous dis que le BCC, il est sur 3 ans, et puis vous avez des jalons, eh bien, l'UE du semestre 1, c'est un jalon de ce BCC, l'UE du semestre 2, l'UE du semestre 3, et donc, en fait, on n'a pas eu de problème sur la manière d'évaluer en tant que tel, dans le sens où, au lieu d'évaluer l'enseignement et de mettre des crédits à l'UE, on évalue le BCC et on met des crédits au BCC. Souvent, on me pose la question sur les aspects techniques. Il n'y a pas de problème technique si on veut. En revanche, la problématique, c'était est-ce qu'on arrive à se débarrasser ou à vouloir passer outre le fait que chaque enseignant évalue son enseignement tout seul, d'une part, et est-ce qu'on arrive à se mettre autour de la table pour faire une évaluation commune? Pourquoi c'est important? Et comme j'ai un peu fait le tour de France sur l'APC, vous devez être le 10e établissement que je vais voir sur le sujet, c'est-à-dire qu'il est difficile, qui peut intéresser. Souvent, les collègues nous disent que ça peut être très chronophage. Si on doit chacun évaluer notre module et ensuite faire une évaluation commune, ça peut être chronophage. Et une manière de le faire, c'est de dépasser ces enseignements individuels évalués en tant que tels et de se mettre autour de la table. Il peut arriver,
et ça c'est important, qu'on n'arrive pas à embarquer toute l'équipe pédagogique. Parce que si vous êtes là, je suppose que le sujet vous intéresse, ne serait-ce qu'un peu, mais dans toutes les équipes pédagogiques, on a des enseignants qui disent « je ne suis pas intéressé » ou « moi, mon cours de maths, de comptabilité, d'histoire, de lettres, voilà, il doit rester tel qu'il est ». Il y a des établissements qui ont avancé, et je sais que ça s'est fait à Lille plus tard, en disant « bon, on construit un BCC avec les enseignants qui sont partants, qui arrivent à travailler ensemble, qui ont trouvé une cohérence ensemble, et donc cette évaluation par BCC dont je parle se met en place, et puis il peut rester une partie de la maquette qui n'est pas tout à fait cohérente avec cela, qui reste des enseignements isolés, hein, alors en jargon technique on les appelle des ressources indépendantes, qui permet à ces enseignants d'aller aussi à leur rythme, de pouvoir travailler. Alors certes, ça n'est pas idéal dans le sens où la maquette peut avoir des endroits d'incohérence. Pour les étudiants, il peut y avoir une surcharge, mais c'est une manière d'avancer. C'est une manière de ne pas être dans le tout ou rien. Si tout le monde n'est pas partant, on peut rien faire. Et puis, il faut absolument que tout le monde soit au même rythme et que tout le monde, le lendemain, dise « mais il n'y a pas de souci, on met nos ressources à plat, on met nos grilles d'évaluation à plat, on a même des grilles d'évaluation, et puis on est prêt à travailler tous ensemble. » Voilà. Donc, c'est la question du rythme et de l'avancée est intéressante. Et tout à l'heure, donc, je vous disais que la question de l'évaluation s'était posée au moment du Covid, parce que c'était pas simplement est-ce qu'on évalue ensemble ou pas, mais qu'est-ce qu'on évalue. Puisque pendant en 2020, tout ce qui était évaluation sommative, tout ce qui portait sur les questions de cours, était mis à mal, vous le savez, parce que les étudiants composaient à distance, hein, donc soit de manière asynchrone, soit pas tout le temps surveillés. Et donc, l'APC a été aussi un levier. En tout cas, beaucoup d'enseignants sont venus vers le service de pédagogie pour dire « dites-nous comment on peut faire de sorte à évaluer sans qu'on soit confronté au plagiat des étudiants, à la triche, etc. » Voilà. Donc, c'est pour dire que, d'un côté, les choses ne s'improvisent pas, mais qu'il peut y avoir, on a des défis, on a eu des défis ces 3 dernières années en tant qu'enseignants, qui nous amènent aussi à se poser la question des enseignements. Voilà. Donc, si je résume un peu ces éléments, je pense qu'il est important d'avoir un triptyque, qu'il y ait un cap politique, que ce soit porté. Moi, je sais que le fait d'avoir dit aux collègues on ne validera pas les maquettes si elles ne sont pas structurées en BCC, et j'ai maintenu le cap. Simplement, ce que j'ai fait, c'est de dire, pour les collègues qui n'étaient pas avancés, il y a eu le Covid, on se donne jusqu'à la fin du contrat. C'est pas grave. En 6 mois, on peut pas y arriver. Et les collègues l'ont dit, on avance, mais on peut pas y arriver en 6 mois. Eh bien, on se donne le contrat. Deuxièmement, une équipe qui accompagne. Je sais que vous vous donnez les moyens dans l'établissement avec une experte internationale en la matière, mais aussi une équipe dans l'établissement qui se met en place, et c'est important. Et puis, des équipes pilotes. Et je voudrais insister sur le sujet. Quand certains réussissent, c'est important qu'ils disent aux autres comment faire, qu'on n'ait pas l'impression qu'on est tous en train d'inventer la poudre. Et cet échange de pratiques, il peut se faire au sein d'un même établissement, mais sachez-le aussi, d'autres établissements ont avancé, donc dans vos disciplines. Vous voyez, moi je sais que, par exemple, il y a aujourd'hui des collègues de chimie à Nantes, il y a des collègues de SVT à Toulon, il y a des collègues d'histoire à Lille. Eh bien, ils sont sollicités un peu partout en France pour venir parler de leur expérience parce qu'ils ont fait le référentiel, ils ont structuré en BCC, ils ont l'évaluation par les compétences qui se met en place. Et donc, que les collègues viennent vous dire comment ils ont fait, que des étudiants viennent témoigner avec eux, je les ai entendus, sur le sujet. C'est une manière aussi de dire, c'est possible. On peut vouloir ou pas, on peut mettre notre rythme, mais c'est possible. Et concrètement, il y a des maquettes aujourd'hui qui se mettent en place en France ainsi. Pour finir sur les choix du HCERES, mais ce qui me semble important à regarder, il n'y a pas de modèle unique en France, et la question n'est pas de dire est-ce que tout le monde fait de la même manière et est-ce que le BCC est défini de la même manière partout en France. Voilà. Ce qui est important, c'est est-ce que vous avez mis en place une démarche dans l'établissement pour la mettre en œuvre. Vous avez vu les rapports projets et les rapports cycles, peut-être vous les avez lus. Il se trouve que à l'USPN, il y a une démarche qui se structure en la matière. Est-ce qu'elle est SEM dans toutes les formations? Et ça, c'est un élément important, avec le rythme que vous avez mis. Certains établissements ont mis un calendrier sur 4 ans, sur 5 ans, dans le cadre d'un NCU ou pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un calendrier et est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'il y a des formations qui disent « je ne suis pas concerné » Est-ce que la démarche est cohérente et structurée et elle est aboutie? Je dis cohérente parce que nous dire « mais oui, on a mis en place l'APC, voilà les enseignements disciplinaires, voilà les enseignements professionnels et voilà des enseignements de compétences transversales ». C'est cohérent, une maquette cohérente, mais ce n'est pas de l'APC. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a un accompagnement des équipes pédagogiques qui est en place? Ce point-là, il est important. Vous l'avez aussi peut-être vu dans nos référentiels, on a même mis des critères sur la manière dont
la politique de RH de l'établissement prend en compte ces activités pédagogiques, parce qu'encore une fois, ces activités sont mal valorisées par rapport à d'autres activités de recherche ou d'autres, en quelques années, on nous demande d'être enseignant, conseiller d'orientation, conseiller de formation continue, conseiller d'insertion professionnelle et maintenant conseiller pédagogique. On ne peut pas improviser tout cela, on peut avoir des idées, mais c'est important de pouvoir être accompagné. Donc ces éléments-là sont importants et on les regarde parce qu'il y a des équipes qui voudraient faire, mais si elles ne sont pas accompagnées, on ne peut pas y arriver. C'est pour vous dire que la démarche, elle est complète, qu'on regarde bien tous les aspects en la matière, qu'il peut y avoir un échelonnement dans le temps, mais que c'est important de pouvoir garder ce cap-là. Voilà. Je voudrais juste vous dire aussi que dans la manière de faire aussi, ça peut vous intéresser. Donc il y a un programme national qui s'appelle le programme Avenir, qui regroupe plusieurs établissements en France. Il a été lauréat d'un CMA, hein, l'appel à projet compétences et métiers d'avenir. Et justement, il travaille à élaborer des outils d'évaluation, par exemple des grilles critériées sur l'APC, d'aide au référentiel. Donc déjà, ça regroupe des expériences de plusieurs établissements. Et donc, on a fait le choix au HCERES parce que c'est un gros consortium de travailler avec eux pour pouvoir aussi voir ce qui se passe sur le terrain et comment on s'en inspire. Le CSLMD a déjà été mentionné, mais c'est le CSLMD qui a la compétence de validation des fiches RNCP, de tout le LMD, hein, les licences, master et doctorat. Et donc, on travaille aussi avec eux pour voir comment ils sont en train de réfléchir aux compétences professionnelles, mais qu'on leur fasse aussi, nous, un retour sur ce qui se met en place sur l'APC dans les établissements. Et puis, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là aussi, mais on pense beaucoup qu'il faut qu'on puisse contribuer aux échanges de pratiques entre établissements, par les rapports qu'on publie, par des synthèses qu'on est en train de préparer sur le sujet, mais aussi, quand on se déplace dans les établissements, de vous relayer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les établissements. Voilà, je ne vais pas être plus long, je préfère répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors, je vais déjà tout d'abord remercier infiniment Madame Frangier d'être venue nous parler de l'approche par compétences. Merci beaucoup. Avec plaisir.